peut-être Joël, si vous pouvez venir, et puis donc nous dire vous ce que vous avez entendu, vu, et puis en quoi ça fait écho, résonance, ou pas d'ailleurs avec vos travaux. Oui, ça fait tout à fait résonance, j'ai appris plein de choses. Je regrette de ne pas avoir pu participer à chacune des sessions, enfin des 6 sessions. Et en fait, je vais faire un peu mon boulot de philosophe, c'est-à-dire prendre un peu des points, généraliser, préciser des termes, ça peut rendre des services. Je précise que le dernier livre que j'ai publié, il est paru il y a 2-3 mois. Il y a eu pas mal d'émissions de radio d'ailleurs, donc je ne vais pas répéter, et ça s'appelle La démocratie au champ. Et c'est une réflexion justement sur la manière dont le fait de cultiver la terre peut vraiment permettre de penser justement la culture de soi et la culture au sens où on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est très proche finalement de toutes sortes de préoccupations dont j'étais témoin, que j'ai entendues. Et donc ma première action, c'est un problème, je dirais, d'échelle. C'est-à-dire que je crois qu'il y a effectivement dans le phénomène même de la métropole un problème majeur. C'est-à-dire que ça n'a pas trop été soulevé par contre. C'est-à-dire que la métropole, c'est, que ce soit en latin ou en grec, c'est la ville mère, c'est la ville d'où tout part, c'est la ville organisationnelle, c'est la ville qui assure le commandement, qui assure la maîtrise, qui assure à la fois l'origine et la fin. Donc c'est une ville qui fait sens et par rapport à quoi tout ce qui est environnant finalement est auxiliaire, voire mercenaire, voire tributaire, etc. etc. Donc ici, c'est important à dire parce que je dirais que la métropole, évidemment concerne aussi une quantité de population notable, une quantité de services, une quantité financière, une quantité bancaire, une quantité commerciale, une quantité culturelle, qui sont vraiment tout à fait disproportionnées par rapport, alors disproportionnées entre guillemets, par rapport à ce qu'on va trouver autour, et disproportion qui vient vraiment de techniques qui sont ancestrales de confiscation. On fait venir, et ça, bon, tout le monde en témoigne, on le sait, mais le fait est que bon, je sais que c'est compliqué et que c'est pas à moi de faire de la politique directement, mais je pense qu'il y a dans le projet métropolitain, dans le fait que ce soit à l'université, dans les villes, dans le territoire, le fait de grossir toujours, le fait de créer des entités de plus en plus grosses, ce qui est vraiment une fausse décentralisation, un vrai problème, qu'on peut interroger. Et je crois que la relation ville-campagne, finalement, est un peu prise dans ce piège. D'autant que, et ça c'était aussi quelque chose qui a été évoqué à bien des égards, d'autant que le développement de l'agriculture durable, je dirais écologique, puisque c'est quand même une urgence absolue aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si on pouvait continuer de la manière dont on a commencé dans les années 1840, je dirais, avec l'école agronomique française et la colonisation, on en parle après. Mais en tout cas, clairement, le développement d'une agriculture durable est au contraire relative à un amenuisement, une diminution quantitative, je dirais, de la taille de la parcelle, d'un retour au local, de circuits courts, etc. C'est-à-dire qu'on est dans du... Je veux dire que l'économie sera durable dans la mesure où elle sera qualitative et plus. C'est-à-dire que l'idéal de productivité, l'idéal d'efficacité, l'idéal de division des tâches, qui a créé, alors là on peut revenir dans les détails historiques, mais en France ça a été particulièrement violent. C'est-à-dire que de fait, alors je le dis très rapidement, puis je peux rebondir tout de suite après, de fait, depuis la Révolution française, en fait on date au mouvement des enclosures à partir du XIIIe siècle, la mise sous tutelle du paysan, mais clairement la Révolution française, à travers toutes sortes de stratagèmes, va se faire contre les paysans. Peut-être au nom d'eux, mais en tout cas contre, très clairement. Et après, ça n'en finit plus. Enfin, moi j'avais une hypothèse là-dessus, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, mon hypothèse était très en deçà de la réalité. C'est-à-dire que il s'est passé dans les campagnes ce qui s'est passé dans les villes, à savoir une industrialisation et une colonisation. C'est-à-dire qu'on entend les mêmes termes à partir, par exemple, de la Troisième République, et avant cela, on entend les mêmes termes dans la bouche de l'Empire, de Napoléon III, de Haussmann, etc. C'est les mêmes termes qu'il s'agisse de mettre les villes sous tutelle, c'est-à-dire de les hygiéniser et de les contrôler. Les campagnes, on va coloniser les landes, on colonise les montagnes, on colonise effectivement toutes les campagnes, en instaurant un ordre, alors ce que par exemple Fourier appelle
l'ordre engrené, c'est-à-dire un ordre qui s'inspire de l'ordre qui va être celui de l'usine. En fait. Et par ailleurs, on va coloniser les colonies, évidemment. Donc c'est vraiment un projet comme ça de maîtrise du territoire et qui s'accompagne vraiment d'une mise sous tutelle des paysans grâce au stratagème de la propriété privée, en fait, à laquelle très peu de gens vont accéder. Et ce qui va priver globalement les paysans d'un accès à la terre, ce que Marx d'ailleurs avait très bien vu. Donc ça, je pense que c'est vraiment l'idée ici, c'est que finalement il y a dans l'opposition ville-campagne ce problème qui vient de ce que la ville ne peut grandir d'une certaine façon. Elle ne peut aussi s'autosatisfaire et trouver son sens que dans la mesure justement où la majorité, bon là on n'est plus dans la majorité, mais à l'époque, on est plus dans la majorité de la population est mise sous tutelle et déposséder ses droits, et notamment ses droits de cultiver, ses droits d'accès à la terre. Et c'est très violent en France ce qui s'est passé vis-à-vis des paysans. C'est pas le seul, hein. Enfin, en Chine ça a été bien plus violent encore, parce que ça s'est soldé quand même par la mort de quelque chose comme entre 23 et 46 millions de gens. Hein, la mise sous tutelle de la péniterie et la destruction de leur mode de production traditionnel. Donc ça c'est des phénomènes majeurs. Après, alors je ne veux pas parler trop longtemps, mais ce qui m'a aussi frappé, c'est que justement, ce contraste entre une métropole qui grandit et puis une exploitation agricole qui au contraire devrait revenir vers une petite taille, des circuits courts, la petite échelle, le local, etc. Ce qui n'implique pas du tout d'ailleurs l'autosuffisance, hein, ça implique l'indépendance, mais pas l'autosuffisance, on pourra en parler. Tout ça, en fait, se fait aussi sur, je dirais presque une vision un peu politique, plus politique, qui est celle aussi de manière très ancestrale cette fois, qui relève de plus en plus de la longue durée, celle de la dévalorisation du paysan. Ça vous en avez parlé et c'est très frappant. C'est frappant à quel point justement les paysans, je ne dis pas les paysans en général, ou tous les paysans, mais un certain nombre de paysans, je l'ai beaucoup rencontrés dans les Landes, parce que j'avais travaillé un peu là-bas. Mais également en Bretagne, beaucoup de paysans ont intégré cette espèce de dévalorisation qui a légitimé leur mise sous tutelle, leur privation de liberté. Et cette dévalorisation est très problématique parce que, si je voulais la résumer, c'est une dévalorisation qui consiste finalement à faire du paysan un animal non politique. Et très clairement, alors je dis non politique, un animal non politique, parce que c'est la définition d'Aristote. Aristote définit l'homme comme un animal politique. Et donc faire du paysan un animal non politique, ça veut dire un certain nombre de choses, et ça s'appuie sur un certain nombre de motifs qu'on trouve de manière assez récurrente dans effectivement l'espèce d'auto-dénigrement dans les campagnes. Alors par exemple, le paysan apparaît toujours depuis des miniatures du Moyen-Âge, hein, d'ailleurs depuis très longtemps, comme un personnage hirsute, noir, ridé, courbé, laid. On parle beaucoup de la laideur des paysans, ça c'est une chose. Mais aussi les paysans sont des gens, alors je peux vous citer des motifs, j'ai fait un recensement d'un certain nombre de motifs, c'est assez tragique, j'ai trouvé ça très bien. La famille était paysanne, donc ça fait aussi du bien d'une certaine façon pour l'image de soi que de revisiter ces motifs parce que ça travaille un peu comme un inconscient qui pèse très très lourd. Et effectivement, alors il y a ce motif de la laideur, il y a ce motif aussi de l'irrationalité, c'est-à-dire que le paysan n'a pas de langue, il ne parle pas, il a des patois. Rappelez-vous d'ailleurs que l'éradication des patois pendant toute la Troisième République s'est accompagnée aussi d'une destruction des modes de vie de coopération villageoise, d'échanges, de solidarité qui étaient traditionnels. C'est-à-dire que c'est tout le... Alors j'ai étudié des systèmes politiques paysans qui sont très anciens, pas qu'en France, un peu partout, mais il y en avait, bien sûr, il y en avait des chambrées, des foyers, des assemblées, des rotations de magistrature, des constitutions avant la lettre, des démocraties très actives. Tout ça a été détruit, en France ou ailleurs. Mais l'idée, donc, c'est que le paysan, c'est un barbare, enfin, c'est-à-dire barbare au sens grec, qui n'a pas de langage, qui n'a pas de langue articulée, et qui n'a pas de rationalité, qui est incapable de faire un usage de sa raison. Donc ce qui disqualifie évidemment pour faire de la politique et même pour débattre, pour même arriver à une idée du bien commun. Alors vous avez aussi le motif du paysan, c'est un abruti, c'est quelqu'un qui abrutit au sens où il est abruti par son travail, il est penché sur son sillon. Vous allez trouver, même chez Ferré et Gambetta, il faut le dire,
mais aussi chez Marx, pour qui est un peu plus ambivalent, chez Ernest Renan, qui était considéré comme le dieu de la nation. Ernest Renan parle des paysans comme le cul-de-sac de l'histoire. Vous avez des propos, moi, que j'ai pu relever, qui sont extrêmement violents, et qui, par exemple, qui en particulier mettent en évidence l'abruti, le caractère abruti du paysan, mais aussi qui débouche aussi sur le fait qu'il est égoïste, pécuniaire, matérialiste, il s'occupe de la subsistance, et ça ce sont les nourritures du corps, et ce qui est important c'est de s'occuper des nourritures de l'âme, etc., etc. Donc il y en a plein comme ça, et puis il y a son isolement aussi. C'est totalement faux, hein, historiquement, parce que les paysans n'étaient pas si isolés que ça. Ça dépend dans les régions du monde. La plupart du temps, les paysans forment des communes qui peuvent être très étendues, mais ce sont des communes au sens à la fois politique, social et géographique du terme. Donc en fait, voilà, ils sont isolés, et du fait qu'ils sont isolés, ils ne peuvent pas nouer des liens sociaux, et du fait qu'ils ne peuvent pas nouer des liens sociaux, ils n'ont pas de conscience de classe. Et donc voilà, l'histoire s'arrête, ou elle n'a jamais cours. Donc le paysan, c'est comme le sauvage ou le primitif, si vous voulez, c'est des gens qui n'ont pas d'histoire, c'est des gens qui n'ont pas de pensée, c'est des gens qui n'ont pas de sens politique. Et donc, envoyons-les à l'école, envoyons-les à l'école, et puis après on verra. Alors, je dirais d'ailleurs que politiquement, ça s'est traduit par l'adoption d'un système de représentation dont il a été question tout à l'heure. C'était bien une représentation très indépendante d'une part, et très, très déséquilibrée au plan de la répartition des populations. Et, voilà. Donc ça, c'est une chose donc, qui m'a frappée aussi dans tout ce qui a été dit, à savoir que, donc, par ailleurs, il y a, disons, l'idée même de... Enfin, disons qu'il y a à se faire entendre d'eux, la métropole, etc., suggère l'absence d'un langage commun. Et je pense que cette absence d'un langage commun est peut-être plus fictive que réaliste, ou que réelle, qu'avérée. Mais le fait est que, d'abord, ce que je voudrais rappeler, là, moi, ça m'a beaucoup frappé quand j'ai fait mon travail, c'est que l'agriculture familiale, enfin, ce qu'on appelle l'agriculture vivrière, c'est un terme qui a été utilisé, l'agriculture familiale, l'agriculture traditionnelle, l'agriculture à petite échelle, qui coche dans des cases diamétralement opposées à celle de l'agriculture industrielle, qui est vraiment une industrie. Enfin, je pense évidemment qu'il y a un système, je crois, enfin, d'après tout ce que j'ai compris, un système de fonctionnement qui rapproche du système finalement qui s'est imposé, non pas dans les villes, mais dans le nord des villes, dans les villes. Donc, en fait, cette agriculture non industrielle représente à l'heure actuelle 9 exploitations sur 10, assure 80% des ressources alimentaires mondiales, est gardienne de 75% des ressources, des savoir-faire, des semences, etc. Par ailleurs, on parlait de l'agriculture urbaine. Bon, l'agriculture urbaine aussi, ça n'est pas un détail. Je veux dire que quand on regarde les chiffres de la FAO, et là je cite un rapport de 2015, l'agriculture urbaine, là, elle occupe 700 millions de familles, c'est-à-dire qu'il y a un urbain sur 4 dans le monde, hein, au l'échelle mondiale. Donc un lopin. 80% des Russes sont un lopin. Des urbains, c'est 60% des moscovites, mais 80% des autres. C'est-à-dire que le lopin, aujourd'hui on dit que les Grecs s'en sortent parce qu'ils ont un lopin. Enfin, donc, etc. Et en France aussi, d'ailleurs, la campagne, il faut avoir une campagne. C'est intéressant d'ailleurs en termes de design aussi, parce que les traditions de lopin sont assez variables d'un pays à l'autre, mais il y a toujours une maison. En Marseille, c'est le cabanon, en Russie, c'est la dacha, la casitas, ailleurs, bon, etc., etc. Donc, il y a tout un système comme ça, où l'agriculture urbaine, périurbaine, est extrêmement présente. Elle produit également un grand nombre d'aliments, de nourriture. Et par ailleurs, aujourd'hui, il y a dans un certain nombre de villes sinistrées, je pense à Todd Morden qui a donné les incroyables mots comestibles sur quoi est paru un livre assez récemment. Todd Morden étant une petite ville au nord de Manchester. Et donc là, en l'occurrence, sont des dames qui décident de faire la révolution en plantant des légumes. Ils en sont à 70% d'indépendance alimentaire aujourd'hui. Et par ailleurs, ils ont créé un marché, ils ont retrouvé des vieilles recettes. Donc c'est des produits frais. Ils ont aussi, bien sûr, initié les enfants, instruits. Puis aujourd'hui, ils font du conseil, de la mise en réseau. Il y a tout un site internet mondial. Donc il y a 1000 activités qui émanent finalement de l'idée de planter des légumes dans la ville, sur les plates-bandes, dans les bas-côtés, les cours, etc.
sans s'approprier la terre d'une part, et sans non plus s'approprier les fruits, c'est-à-dire que les fruits sont à tout le monde et la terre est à tout le monde. Et là, on a un modèle incroyablement puissant qui a l'air de marcher quand même plus que bien, puisqu'on a aujourd'hui des résultats plus que favorables. Donc tout ça pour dire que l'opposition ville-campagne, bon évidemment là on est en France et je crois que la population urbaine représente en France quelque chose comme 55% des gens, c'est 60, pas loin de 60, enfin c'est quand même 60, c'est pas 100%. Donc il y a quand même beaucoup de gens dans les campagnes. Et par ailleurs, là j'ai vu des chiffres récemment, pas aujourd'hui, hier, les populations rurales augmentent très rapidement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on était dans un creux de la vague, mais là depuis 10 ans, l'augmentation des populations dans les campagnes est très rapide, du fait évidemment des urbains qui s'installent à la campagne, mais plus que ça. Aujourd'hui, j'ai parlé dans des écoles d'agro, même dans des régions, dans la mienne en particulier, là on voit que beaucoup de gens envisagent la campagne comme une alternative de vie enviable, enfin qui leur fait envie. Et je connais beaucoup de gens qui en plus développent des activités qui sont mises en quelque sorte mi-urbaines, mi-rurales, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien sourcer des légumes, mais en même temps avoir un emploi infirmier ou instituteur ou n'importe quoi. Donc là on arrive aujourd'hui à une espèce de fluidification de la frontière ville-campagne qui est intéressante et qui justement alimente, si je peux dire, l'idée d'un langage commun. Alors ça me semble important, le langage commun, parce que justement il ne s'agit pas, je crois, de tout ce que j'ai entendu, il ne s'agit pas d'adopter le langage en quelque sorte de la métropole, puisque ce langage est nécessairement contre-productif en ce qui concerne le développement, et la vitalité des campagnes, mais plutôt d'inscrire au programme en quelque sorte aussi un assouplissement ou une réadaptation, un ajustement du langage urbain vis-à-vis aussi de la manière dont on peut parler des valeurs d'existence dans les campagnes. Et du coup, j'en viens à la notion de culture. Moi, ça me semble important, je peux même terminer par ça pour ne pas parler trop longtemps. Je pense que là, ce qui est apparu là, dans le chapitre culture, c'était justement une vision élitiste de la culture. Alors, je dis élitiste sans plus, mais une vision élitaire, une vision de la culture comme haute culture, par opposition à ce qui serait une non-culture ou une basse culture. Et là, je crois qu'il y a un problème, c'est un exemple de langage commun. C'est-à-dire que la culture, moi personnellement, j'ai mis en relation les différents sens du mot culture avec des régimes politiques. Et je dirais que le seul sens de la culture qui correspond au régime politique qu'on appelle une démocratie libérale, qui est le régime qui est le nôtre, et auquel on tient, enfin en tout cas auquel moi personnellement je tiens, c'est la culture au sens anthropologique du terme. Et la culture au sens anthropologique du terme est une culture en fait qui a été précisée par une sorte de fondateur de l'anthropologie culturelle au début du XXe siècle. Et en gros, d'abord, ils tous vont vous dire qu'il n'y a pas, une culture est une relation d'égalité. C'est un système de mise à disposition de ressources communes au profit des nouveaux venus, qu'il s'agisse d'enfants ou de migrants, peu importe, mais de telle manière que cette mise à disposition leur permette de fonctionner comme être pleinement participants et pleinement individus à la collectivité, à la communauté. Donc une culture, un système de distribution des ressources communes, si vous voulez. Et du coup, toute culture accorde, alors on parle de vraie culture, il y a un des fondateurs d'anthropologie, moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Édouard Sapir, qui a beaucoup travaillé sur les Indiens, comme Boas d'ailleurs, les Indiens Kwakiutl ou les Indiens de la côte nord-ouest du Pacifique, des Allemands qui avaient immigré aux États-Unis au tout début du XXe siècle, et donc qui crée d'abord cette idée que la culture n'est pas un phénomène de masse, ce n'est pas un phénomène inconscient. Et se cultiver, se culturer, c'est vraiment faire un usage personnel de ressources communes. C'est comme la langue, si vous voulez, personne ne parle une langue commune à la façon. C'est-à-dire chacun a sa façon de parler, son timbre de voix, son rythme de discours, etc. Et tout phénomène culturel est cet ordre, c'est un vrai phénomène culturel. Et du coup, on peut
penser la culture au sens anthropologique du terme, là je ne peux pas en parler plus que ça, mais penser la culture de cette façon, c'est faire droit, bien sûr, à toute culture, c'est-à-dire à tout système qui crée du sens pour les individus de telle manière qu'ils grandissent dans leur existence en quelque chose. C'est ça, la culture, c'est à la fois matériel et spirituel, mais qu'est-ce qui donne du sens à votre individualité, qu'est-ce qui l'oriente, qu'est-ce qui la canalise, et qu'est-ce qui lui permet également de se situer par rapport à d'autres individualités. En l'occurrence, du point de vue de la culture au sens anthropologique du terme, il n'y a pas d'inégalité, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de haute culture et basse culture. Il y a des cultures, il y a des bonnes cultures, et qui sont des, pour plagier Wittgenstein, qui sont des formes de vie, et il y a des mauvaises cultures, c'est-à-dire qui sont des formes de mort. Et je pense qu'effectivement, dans les campagnes, alors je dis les campagnes, mais là c'est vraiment une généralité abusive, il y a autant de diversité dans le monde rural que dans le monde citadin, il y a peut-être plus de diversité d'ailleurs. Il y a surtout beaucoup de culture au sens anthropologique, et notamment cette culture qui est liée, comme dans l'Antiquité, comme dans la Bible, qui est liée à la culture de la Terre. C'est-à-dire que la culture de la Terre est une culture, évidemment. Et enfin, je veux dire, refaire le lien entre la culture et la culture de la Terre me semble être aujourd'hui je dirais presque une condition d'écologie démocratique. C'est ça, enfin, une condition d'écologie démocratique. C'est-à-dire que les paysans et les agriculteurs et les ruraux ont vraiment un rôle très important à jouer pour que notre écologie devienne un programme politique démocratique qui tend à ne pas être. Parce qu'il est quand même très souvent soit limite fasciste, soit totalement anti-humaniste, si vous voulez. Donc il y a un problème dans notre vocabulaire écologique. Donc voilà, je vais m'arrêter là. En tout cas, je vous remercie. Retrouvez et suivez le C2D sur son site internet et les réseaux sociaux.